J'ai essayé l'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte qu'Apple a annoncé le 5 juin lors de sa conférence WWDC. Avant de vous raconter un petit peu cette expérience, je pense qu'il faut donner un petit peu de contexte sur ce qu'est ce produit. Évidemment, il fait beaucoup parler depuis son annonce. Là, actuellement, je suis à l'Apple Park, c'est le siège d'Apple à Cupertino en Californie. Et c'est ici que Apple a proposé à quelques journalistes et à quelques développeurs d'essayer le produit en avant-première. D'ailleurs, on a une chance chez Numérama, je suis le premier journaliste français à avoir essayé l'Apple Vision Pro. Ce produit, on peut être tenté de le comparer au casque de réalité virtuelle de Meta, comme le Meta Quest Pro ou le Meta Quest 2 par exemple. Mais la réalité, c'est que l'approche d'Apple, elle est un peu différente. Apple, il ne parle pas d'un casque de réalité virtuelle ou il ne parle pas d'un casque de divertissement, mais il parle d'un ordinateur spatial. Ce qu'ils disent en quelque sorte, c'est qu'ils ont révolutionné l'ordinateur il y a quelques années avec le Mac, qu'ils ont révolutionné l'informatique mobile avec l'iPhone et que désormais ils vont révolutionner l'informatique spatiale avec l'Apple Vision Pro. Évidemment, il y a beaucoup d'inconnus avec ce produit parce que c'est quelque chose qui va sortir dans longtemps, début 2024, qui va coûter cher. 3 500 $ parce que ça sera que aux États-Unis dans un premier temps et qui d'une certaine manière n'a pas encore d'utilité évidente. Il y a plusieurs trucs qui ont été montrés par Apple. Moi, un de ceux qui me donne le plus envie, c'est la possibilité d'avoir des écrans d'ordinateur directement dans le casque. C'est-à-dire pas besoin d'avoir son Mac devant les yeux. Et ben vous êtes chez vous, vous mettez le casque et vous avez automatiquement accès à votre ordinateur, aux applications de votre iPhone, etc. Mais il y a plein d'autres choses et ces choses, j'ai eu l'opportunité de les essayer en avant-première. Du coup, je vais vous raconter comment ça s'est passé, les coulisses de cet essai qui, vous allez voir, est encore très contrôlé. C'est pas pour rien qu'il n'y a aucune image d'une personne avec le casque sur la tête. Apple, pour l'instant, ne veut pas qu'il y ait de caméra, que ce soit appareil photo ou caméra pour filmer, qui puisse voir l'expérience. C'est réservé aux journalistes, aux influenceurs et aux développeurs, mais ils ont seulement le droit de raconter ce qu'ils ont vu. J'ai été amené à l'Apple Park, c'est ici, derrière moi c'est le Apple Park Visitor Center, c'est le magasin où Apple vend plein de produits dérivés notamment. Et de l'autre côté, il y a le campus de la marque. Là-bas, on m'a emmené dans une petite salle provisoire qui a été construite spécialement pour l'occasion. À l'intérieur, on a un petit peu l'impression d'être dans une salle d'attente. Il y a des canapés, il y a des tables avec de la nourriture. Et j'ai d'abord passé une première série de tests. Oui, pour tester un produit, on fait des tests. Le premier, ça a été de modéliser mon visage en 3D avec un iPhone, avec la caméra Face ID, en regardant à gauche puis à droite. Ça a permis à Apple d'avoir la taille de mon visage et surtout de pouvoir améliorer l'expérience sonore pour savoir où sont mes oreilles. Et ensuite, complètement improbable, j'ai vu un ophtalmo qui m'a demandé si j'avais des lunettes, si j'avais des lentilles. Il se trouve que dans mon cas, l'interview n'a pas duré longtemps parce que je n'ai pas de lunettes, donc c'est allé très vite. On m'a dit que je pouvais aller essayer le casque. Quand je suis arrivé dans la salle, j'ai eu la possibilité de prendre en main ce casque Apple Vision Pro, de le toucher pour la première fois. Niveau qualité de fabrication, on est sur du Apple, on est sur du haut de gamme. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont comparé à un masque de ski et je comprends complètement la comparaison. Ça ressemble à un masque de ski avec en quelque sorte pas mal d'inspiration Apple Watch. Les bracelets sont un petit peu similaires, les matériaux aussi. Ça ressemble beaucoup à ce qu'Apple a déjà fait, ce qui fait que ce n'est pas dépaysant, mais en même temps c'est plutôt joli. Et en ce qui concerne le poids, c'est en effet plus léger que ce qu'on a pu voir ailleurs, notamment chez Meta, parce que la batterie, elle est délocalisée dans une petite batterie externe qui se met dans la poche ou qui se pose sur le canapé. Il y a aussi la possibilité de le brancher au courant. On ne l'a pas fait pendant cette démo, mais en gros l'idée c'est que vous avez besoin de la batterie en interlocutrice et en fait il y a un port USB-C sur la batterie qui peut ensuite être relié à une prise, ce qui permet de l'utiliser sans jamais tomber en panne de batterie, sinon c'est seulement 2 heures. Une fois qu'on met le casque en tête, on le serre avec un petit mécanisme à l'arrière et on appuie une première fois sur le bouton de la Digital Crown, la couronne rotative, pour l'allumer. Et là en fait, on va avoir quelque chose de très simple, c'est le logo Hello emblématique des Macintosh qui apparaît à l'écran et qui se dessine au milieu de sa vision. C'est-à-dire que grâce à des caméras, j'avais la possibilité de voir le vrai monde, je voyais les personnes d'Apple en face de moi et j'ai pu configurer ma vision. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des points qui sont apparus à l'écran, un en bas, un à gauche, un tout à gauche, un en haut et je devais les regarder sans bouger la tête. J'avais juste à bouger les yeux et à rester quelques secondes dessus. Et en fait, ça a permis au casque Apple de se calibrer à ma vision et de savoir quand je regardais quelque chose. Une fois que ça a été fait, je suis arrivé sur l'écran d'accueil. Pour accéder à l'écran d'accueil, on appuie une fois sur la couronne rotative et là, les icônes en fait apparaissent au milieu des yeux. Et c'est là en fait que cette préconfiguration du suivi du regard, elle est importante parce que le casque d'Apple, et c'est hyper troublant, ça l'était vraiment plus que ce que je pensais que ça serait, il réagit au suivi du regard. Si vous voulez sélectionner une icône, vous avez juste à la regarder et après vous faites un petit pincement de doigt.
Apple m'a recommandé de fermer ses 3 doigts et de juste le faire comme ça. Je vous avoue que je ne l'ai pas fait une seule fois parce que j'avais oublié et ça a toujours marché. Et c'est vraiment troublant parce que je me suis amusé un petit peu à essayer de tromper le casque discrètement sans qu'Apple le remarque, en mettant par exemple ma main un petit peu derrière. Et ça fonctionnait. Il suffit vraiment de regarder une icône, il suffit de regarder une photo et on appuie. Et à chaque fois, ça fonctionne. Il n'y a jamais eu de raté. Si vous voulez vous déplacer dans la pièce, il y a un moyen tout simple de changer le centrage de l'affichage. C'est que vous restez appuyé sur la couronne digitale. Si je me mets par exemple à droite comme ça, j'appuie 3 secondes dessus et toute l'interface se déplace. C'est similaire à ce qu'on a vu chez Meta, sauf que chez Meta c'était avec la manette. Là, c'est directement avec le casque. Maintenant, je vais vous raconter les expériences que j'ai pu faire. Vous allez voir, il y a du très simple, il y a du plus impressionnant et je vais vous donner petit à petit mon impression parce que je suis hyper emballé par le produit, ça se sent peut-être, c'est rare qu'on ait une démonstration technologique aussi bluffante, mais en même temps j'ai identifié déjà quelques petits points d'amélioration qu'on ne peut pas voir lors de la conférence WWDC. La première application qu'on a utilisée c'est Photo et ça donne vraiment envie d'accéder à sa photothèque en réalité mixte. Ce qui se passe, c'est que j'ai toujours le vrai salon dans lequel j'étais, j'ai des vraies personnes en face de moi devant moi, mais j'ai une application photo flottante au milieu et il me suffit de regarder une photo, de pincer et elle apparaît en grand. Si je veux passer d'une photo à une autre, je fais un geste comme ça toujours en pinçant. Si je veux zoomer avec 2 doigts de cette manière, si je veux retirer l'interface pour voir la photo en plein écran, j'appuie une seule fois au milieu dessus et par rapport à la photo que vous regardez, il y a différentes possibilités. Par exemple, un panorama d'iPhone, vous pouvez le voir comme une photo affichée devant votre vision. Vous pouvez l'afficher complètement autour de vous. Et dans ce cas-là, vous êtes complètement dans une immersion qui utilise la réalité virtuelle. J'ai aussi eu la possibilité de voir les fameux souvenirs 3D d'Apple qui permettent, grâce à une caméra intégrée sur le Vision Pro, de filmer quelque chose pour le regarder après en 3D. C'est bluffant. Il y a une profondeur que je n'ai jamais vue sur un casque de réalité mixte. Pourtant, j'en ai testé pas mal avant. On a vraiment l'impression que ça peut aller très loin et on se demande comment la caméra 3D du casque elle est capable de faire ça. Mais en tout cas, moi, je me demande s'il y a une vraie utilité avec ça. Certes, c'est cool, mais autant j'aime bien regarder un film en 3D, autant je suis pas sûr d'avoir envie de filmer mes amis en 3D et de les regarder en 3D après. Donc certes, la démo technologique elle est là, mais c'est peut-être pas la fonction la plus importante. Ensuite, on a fait plein de choses. On est allé dans Safari, on est allé dans Messages. Le but d'Apple était de me montrer qu'on pouvait mettre plusieurs applications en même temps. On m'a aussi expliqué que si je prenais une application, que je la mettais contre un mur, que j'allais dans ma chambre, que je revenais au salon, et ben elle allait rester sur ce mur. Là-dessus, c'est le casque Vision Pro qui identifie tout seul une pièce. Il n'y a pas besoin de faire une modélisation manuelle. Un vrai avantage sur la technologie de Meta. Et on a essayé plein d'autres expériences. Par exemple, on a fait de la méditation. C'est hyper troublant parce qu'en fait, il y a plein de petits points qui arrivent autour de nous et qui tournent autour de notre vue avec le son spatial audio du casque qui est vraiment très performant et qui crée vraiment l'immersion. Donc ça, c'était assez sympa. En parlant d'immersion, on m'a montré aussi des environnements. Ça aussi, je vois pas trop l'intérêt, mais en tout cas, ça permet directement depuis l'interface à côté des icônes de se plonger par exemple dans un champ, de se plonger à la plage et d'être vraiment en 360 degrés là-dedans. Et comme d'hab, c'est ce qu'ils avaient montré à la conférence, vous utilisez la couronne rotative pour passer de gauche à droite et pour se mettre complètement dans l'immersion en réalité virtuelle ou rester en réalité mixte pour voir les gens qui sont à côté de nous malgré cette immersion. Par contre, même quand vous êtes en réalité virtuelle, ce qu'il y a à savoir, c'est que si vous vous approchez d'un meuble ou si quelqu'un s'approche de vous, eh bien, il va apparaître quand même à travers. La vision d'Apple, elle est assez simple. Le casque ne doit jamais vous couper du monde. J'ai fait plein d'autres expériences comme ça. Par exemple, dans l'application TV+, j'ai pu voir Avatar en 3D, le deuxième film Avatar. Là aussi, bluffant. La 3D, elle a d'une profondeur qui est vraiment supérieure à ce qu'on peut voir dans la plupart des salles de cinéma ou supérieure à ce qu'on avait sur les télé 3D avant. Il y a un mode cinéma, il y a plein de modes différents qui permettent en fait de voir le film dans différents endroits. Soit on le voit en réalité mixte, donc l'écran est projeté devant sa vision sur un mur, soit on le voit dans un mode cinéma et dans ce cas-là, tout est sombre autour de nous et l'écran apparaît en géant sur le mur. Franchement, c'était assez cool. Il y a aussi des vidéos 360 degrés qui sont proposées par Apple. Et là, c'est marrant parce que c'est le premier bug que j'ai eu avec le produit. Il n'est pas encore fini, il sort dans longtemps, c'est sans doute normal, difficile de critiquer cet aspect-là, mais on a bien mis 30 secondes pour réussir à lancer cette vidéo sur mon casque. Ça ne voulait pas partir, mais quand c'est parti, c'est hyper bluffant. Il y avait de l'escalade, de la tyrolienne, de l'avion. Moi, le truc que j'ai préféré en tant que fan de foot, c'était le sport. Il y avait du basket, du football, du baseball directement sur le terrain. Et franchement, quand on voit qu'Apple a acheté les droits sportifs pour la MLS aux États-Unis, le baseball, tout ça, on peut que se dire qu'ils ont peut-être en tête le fait de changer la manière dont on filme ces événements pour les projeter en réalité virtuelle. Et c'est hyper enthousiasmant parce que ça donne vraiment envie, une nouvelle fois, grâce à l'effet de profondeur qui est fou. Par contre,
Le petit point négatif que j'ai remarqué, c'est que contrairement à ce que la vidéo de présentation du casque laisse penser, les écrans 4K micro OLED du casque de réalité mixte d'Apple, ils sont pas parfaits. C'est-à-dire que c'est un petit peu bruité, beaucoup moins que sur le MetaQuest Pro. On voit beaucoup mieux les gens, mais c'est pas la vraie couleur, c'est un petit peu plus sombre que la réalité. Et le champ de vision, surtout, vous avez quand même un effet noir autour. C'est très léger, mais on n'est pas complètement dedans et on pouvait espérer qu'Apple soit le premier à faire une réalité virtuelle totale. Ce n'est pas encore le cas, mais ça reste la meilleure proposition à ce jour sur le marché. Il y a eu deux autres expériences que j'ai eu la possibilité de faire. La première, c'était FaceTime qui utilise la technologie Persona d'Apple. Elle a beaucoup fait parler pendant la keynote. Vous savez, c'est cette possibilité de mettre le casque devant soi, de tourner la tête autour et d'avoir une sorte d'avatar 3D de son visage qui va permettre de parler à sa place quand on est en FaceTime. Le casque, il voit quand vous bougez la bouche, il voit quand vous bougez les yeux, il voit quand vous bougez les mains et il anime un visage qui vous ressemble. J'ai eu quelqu'un au téléphone avec qui j'ai pu discuter. J'avais vraiment l'impression de parler à un personnage de jeu vidéo qualité PS5 ou PC avec une super carte graphique parce que la qualité visuelle elle était super bonne et ils nous ont montré au passage des possibilités de collaboration à plusieurs pour travailler à l'heure du télétravail. C'est pas les parties qui me font le plus rêver, mais c'est vrai que d'un point de vue visuel, c'était assez cool. Enfin, la dernière expérience que j'ai fait, c'est de la pure réalité mixte. De réalité augmentée même, c'est la possibilité d'avoir des dinosaures qui débarquent dans votre salon. Il y a un écran qui s'ouvre sur le monde et les dinosaures vont arriver. Si on met la main, ils peuvent venir vers nous. Il peut y avoir un papillon qui se pose sur notre doigt. L'idée ici, c'est de mélanger le vrai monde et le monde virtuel pour montrer les capacités du casque, pour montrer ses capteurs, parce qu'il n'y a aucune configuration, ça marche tout seul. Seul petit défaut qui a gâché l'expérience pour moi, c'est que j'ai eu un petit bug lorsque j'ai lancé l'application qui fait que l'écran ne s'est pas mis au bon endroit. Donc ça venait du côté d'un mur et pas directement d'un mur. C'était un petit peu décevant, mais encore une fois, je ne peux pas aujourd'hui critiquer en juin un produit qui va sortir en début de l'année prochaine. Sur la partie technique, ils vont corriger ces bugs-là, en tout cas on l'espère. D'autres petits trucs que j'ai appris, par exemple la fonction EyeSight qui affiche les yeux devant. Il y a pas mal de confusion sur internet, les gens pensent que c'est parce qu'il y a une vitre et qu'on voit à travers. C'est pas le cas. La réalité, c'est que c'est la fameuse fonction Persona dont je vous parlais qui imite votre visage. En fait, le casque, il voit si vous fermez les yeux, il voit si vous regardez à gauche, si vous regardez à droite et il réplique à partir de votre avatar en 3D ça sur l'écran. Et l'idée, c'est que quand vous êtes seul, il est éteint. Quand il y a quelqu'un dans la salle, il va y avoir les yeux et si vous faites quelque chose, il va y avoir de la lumière pour dire que vous êtes concentré sur une activité immersive. J'ai remarqué que quand on regarde au plafond, il y a le centre de contrôle qui apparaît pour désactiver le Wi-Fi, pour accéder à la luminosité par exemple. C'est marrant de l'avoir fait là et de ne pas utiliser un bouton là-dessus. Le bouton qui est en haut à gauche, c'est pas un bouton pour l'allumer ou pour l'éteindre, c'est un bouton pour prendre des photos, pour prendre des vidéos en 3D. Donc là aussi, moi je me demande si ça va vraiment servir sur le long terme. Bon, en tout cas, voilà, vous avez ce résumé de cette expérience. Et maintenant, je vais vous donner un petit peu mon avis plus détaillé. Alors mon avis sur le Apple Vision Pro, il est simple. C'est rare d'avoir des expériences aussi impressionnantes quand on est journaliste tech, quand on va découvrir un produit. Généralement, aujourd'hui, tout se ressemble, y compris quand on va faire de la réalité virtuelle ou de la réalité mixte chez Meta, chez HTC. Mais là, il y a vraiment un côté mystérieux, la possibilité d'accéder à une technologie qui va, selon Apple, redéfinir l'informatique moderne. Et au fond, j'ai envie d'y croire. Je pense que la bonne idée d'Apple est de ne pas présenter ce produit comme un casque de divertissement, ni comme un complément du téléphone, mais comme un vrai ordinateur spatial. Je pense qu'il y a un potentiel de dire que demain, vous ne serez pas sur un MacBook comme ça plié sur un écran, mais vous aurez ça pour travailler, vous l'enlèverez. Si vous êtes seul à la maison plutôt qu'avoir une télé, vous pourrez regarder des films là-dedans. Vous pourrez jouer aussi, même si on ne sait pas trop, vu qu'il n'y a pas de manette compatible pour l'instant. Pour moi, le produit il est hyper intéressant parce que c'est une vraie machine hyper puissante. D'ailleurs, j'ai pris quelques notes sur la fiche technique. Il y a 12 caméras, 5 capteurs, 6 micros. Ils disent qu'il a une capacité d'adaptation et de suivi de votre qui est 8 fois plus rapide que quand vous clignez les yeux. Franchement, c'est assez bluffant ce qu'ils ont fait. Et par exemple, la possibilité de connecter un clavier ou un trackpad pour travailler complètement d'un point de vue autonome, pas besoin d'avoir un Mac ou un iPhone, je trouve que c'est hyper intéressant et ça fait que le produit d'Apple, il n'a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui. Maintenant, il y a quand même un seul truc qui est un petit peu décevant dans tout ça, c'est que quand on voit la démo à la WWDC, ça a l'air parfait, ça a l'air le futur. Quand on l'essaye en vrai, on voit qu'on est encore un petit peu dans le présent. Certes, Apple a de l'avance sur ce présent, mais on a quand même quelques défauts, notamment au niveau de la qualité d'affichage. C'est pas encore parfait, mais j'imagine que dans 5-6 ans, tout ça, ça sera de l'histoire ancienne. Est-ce que l'Apple Vision Pro va révolutionner l'informatique? Je n'en sais rien, mais j'ai envie d'y croire. Et c'est rare d'avoir envie de croire en une promesse aussi grande. Certes,
Ça fait un petit peu peur sur certains aspects, le côté dystopique, tous avec un casque, mais personne n'a dit que vous allez porter le casque H24 si vous l'utilisez uniquement quand vous devez vous concentrer sur des tâches bureautiques, mais que le reste du temps vous êtes sur votre téléphone, je vois pas le problème. Au final, ça va pas changer notre utilisation numérique si radicalement que ça. Et de l'autre, après, tout va dépendre de ce que vont en faire les développeurs et de quand est-ce que le casque arrivera réellement, sous quelle forme et quand est-ce que les prix tomberont. Dernier truc dont je voulais parler, c'est la disponibilité. Il va sortir début 2024 aux États-Unis seulement et plus tard dans d'autres pays. Vous vous demandez peut-être si c'est normal et si c'est inquiétant pour la France. Un élément pour vous rassurer, l'iPhone il avait été annoncé en janvier 2007, il est sorti en juin aux États-Unis et en novembre en France. Donc si on se tient à peu près à un calendrier similaire, il y a de grandes chances que d'ici un an tout pile, il soit disponible en Europe. Donc je pense qu'il arrivera. Maintenant, c'est la première fois qu'Apple ne fait pas un produit pour tous. C'est un produit d'abord pour faire découvrir la technologie. Et je pense que dans 3-4 ans, on aura des produits bien plus abordables, bien plus intéressants pour le grand public. Et j'ai assez hâte parce que cette démo, elle m'a vraiment plu.